Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Inondation, comment faire face aux risques cette année au Mali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Bakary Daou, lieutenant-colonel Bakary Daou, directeur régional de la protection civile de Bamako, Amadou Diakité, prévisionniste à Mali Météo et Ahmed Sekou Diallo, président de la plateforme nationale sur le climat. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, et bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Le risque d'inondation est élevé cette année au Mali selon Mali Météo. La population de Bamako et ses environs se souvient encore des inondations du jeudi 16 mai dernier. Plusieurs morts, des blessés et d'importants dégâts matériels avaient été enregistrés suite à cette catastrophe. On va écouter d'abord quelques Bamakois qui réagissent par rapport à cette inondation. J'ai dit vraiment aux autorités de faire quelque chose pour avoir beaucoup de fossés, pour que l'eau passe au bon endroit. Chez nous ici, quand la pluie vient, il y a beaucoup d'autres choses que la pluie va avec ça. Les gens n'ont pas la même volonté de pouvoir assainir leur environnement. Il y a des gens, lors des constructions, ils déposent les sablés, les graviers au bord du goudron. Souvent, avec l'arrivée des pluies, ça peut provoquer des drainages, ces sables-là, dans le caniveau. Il y a des gens, ils prennent les poubelles, ils versent ça dans le caniveau. C'est ça qui bouge, surtout quand il pleut. Ils appellent ça promo. Drôle de promo. Alors, lieutenant-colonel Bakary Daou, qu'est-ce qui provoque les inondations au Mali? Merci bien, je vous remercie et je remercie tous les auditeurs de Studio Tamani. C'est vrai, ce qui provoque les inondations d'une façon générale, c'est lorsque, en principe, les cours d'eau sont débordés et qui vont en tout cas occuper les terrains nus aux environnants. Et c'est ça réellement la cause principale des inondations. Mais quand on fait référence à l'inondation du 16, c'est pas pareil. C'est pas pareil, parce que quand on prend l'inondation du 16 mai 2019, c'est qu'il y a des causes fondamentales que techniquement nous avons pouvoir quand même déceler. Et c'est vrai, en dehors du changement climatique, il y a un aspect qui n'est pas à ignorer, et pour moi qui n'est pas d'abord une cause réelle, mais l'aspect est à considérer. Et je dirais que les deux causes fondamentales sont que au niveau de Bamako ou du Mali, nous sommes en une période qu'on appelle la période sèche. Et pendant cette période sèche, donc, on ne s'attendait pas à une pluie, et surtout à une pluie de grande amplitude, parce que c'était énorme, 138 mm. Alors que quand on prend le dernier événement grandiose en matière d'inondation, c'était en 2013, et que la forte pluie, c'était 78 mm, donc qui a causé tant de dégâts. Donc ça, c'était 78, et cette année, nous sommes à 138 mm. Ça pour vous dire tout simplement que l'effet de surprise a fait en sorte que l'inondation a causé ce dégât. Ça, c'est le premier aspect. Second aspect, tout simplement, je dirais, il y a des gens qui disent que les caniveaux sont bouchés. Non, c'est pas... d'une façon générale, c'est une cause d'inondation. Mais pour cette fois-ci, c'est dû tout simplement au fait que les citoyens, la population, est installée dans la ligne majeure des marigots. Et les lits sont très rétrécis. Il y a une quantité abondante d'eau et qu'il faut que, on dit en bambara, Jida Temesrabla, parce qu'il y a des années qu'il n'y a pas, en tout cas, cette grandeur de pluviométrie, et que d'abord la pluie est venue en force, avec une quantité énorme, et les caniveaux, ou du moins les marigots et les rivières sont rétrécis par les habitants. Et ces habitants sont installés d'une façon illégale ou anarchique. Et c'est ça, pour nous, la vraie raison du drame du 16 mai 2019. D'accord. Ahmed Sekou Diallo, quel est votre constat par rapport à cette inondation? Je suis très d'accord avec l'explication que le responsable de la protection civile a donnée. Ce qu'il faut juste ajouter, c'est qu'il a dit, certes, la quantité d'eau qui est tombée, mais le temps aussi
a beaucoup joué parce que c'est en quelques heures, 2 heures ou quand même un temps très réduit que toute cette quantité s'est déversée sur la ville. Et là où je suis encore d'accord avec lui, c'est que les grands problèmes, là où on les a vus, c'est ceux qui ont occupé les lits des marigots. Donc c'est normal que quand on est sur le lit du marigot et que le marigot se remplit, mais ça se déverse sur les maisons. Donc, pour nous, ce qu'on peut ajouter à ce qui a été dit, c'est parce qu'il y avait de l'incivisme, il y a eu de l'anarchie, il y a eu vraiment de l'impunité que tout ça là nous arrive, quoi. D'accord. Alors, le lieutenant-colonel dit que c'est un effet de surprise et qu'on ne s'attendait pas à cela. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait éviter cette inondation? On peut toujours l'éviter. L'éviter comment? En sensibilisant les communautés, en donnant toutes les informations utiles à temps, mais aussi en prenant toutes les dispositions aussi avant. Que les responsabilités soient situées et que chacun joue son rôle. C'est une chaîne. Chacun doit jouer son rôle. Parce que ça pouvait être évité si nos maires n'avaient pas eu l'audace de vendre des terrains qui se situent sur le lit des marigots. Ça pouvait être évité si nos autorités avaient sanctionné ces maires-là. Ça pouvait être évité si les chefs de quartier, les chefs de village étaient là pour venir dire à ceux qui sont là où vous êtes, vous n'êtes pas là. Il faut qu'on vous déguerpisse et trouver d'autres alternatives. C'est vrai qu'il y a la précarité, c'est vrai que le problème de logement se pose avec acuité parce qu'il y a une forte démographie, mais quand même, pour risquer sa vie pour ce genre de situation, je crois qu'on peut trouver meilleur. D'accord. Effet de surprise, est-ce que ça ne figurait pas dans les rapports des prévisionnistes? Oui, effet de surprise, c'est vrai. J'ai dit, l'effet de surprise, en tout cas, c'est la séquelle de l'inondation. Sinon, on peut éviter l'inondation, c'est très clair, mais on ne peut pas éradiquer l'inondation. On peut l'éviter comment? Quand on prend, par rapport moi je vais répondre toujours au dernier cas du 16 mai 2019, c'est que quand vous allez constater, quand vous êtes sur le terrain, à partir du marigot qui traverse Niamakoro, qui traverse Kalabankoro, Niamakoro, Kalabankura, qui vient jusqu'au niveau du fleuve, et pareil pour le marigot qui quitte Niamana, qui traverse Yirimadjo, qui vient jusqu'au niveau de Missabougou. Et quand on considère ces rivières, on a constaté que c'est vrai, le monsieur dit que la responsabilité au maire, ce n'est pas le seul maire, ce n'est pas seul le maire qui gère le domaine foncier. Et que nous avons constaté que c'est vrai qu'il y a des malsains par rapport souvent à l'attitude de certains maires, mais je ne résume pas le problème à ceci, ça seulement. Parce qu'il y a une gamme importante d'individus qui sont impliqués dans la gestion du foncier. Il y a l'environnement, il y a l'assainissement, il y a l'urbanisme, il y a même la protection civile, il y a plein de services techniques qui rentrent en ligne de compte dans la gestion du foncier. Maintenant, pour y revenir... Est-ce qu'il y a une collaboration entre tous ces acteurs? Bien sûr, il y a une collaboration. Mais pour y revenir d'abord à votre question, je vous dire que si on pouvait éviter comment? Parce que quand vous allez constater qu'au niveau des différents marigots que je viens de citer, vous allez trouver que ces maisons ont été tracées. Il y a des croix. Et la croix veut dire que là où vous avez habité, ce n'est pas normal, vous devez quitter. Et si vous ne quittez pas, et qu'il y a des croix il y a plus de 4 ans, si vous ne quittez pas, et que les services concernés qui ont mis la croix devaient avoir le courage d'appliquer la loi dans toute sa largeur, dans toute sa longueur. Mais cela
n'a pas été. C'est pourquoi je dis seulement, est-ce que c'est le ressort seulement des maires? Non. Mais qu'est-ce qui les empêche d'avoir ce courage-là? Voilà, c'est ce qui les empêche. Voilà, la loi est une chose et l'application en est autre. Les maires sont les magistrats, sont les premiers responsables au niveau de la communauté. Mais ces maires-là sont élus par la population. Et quand tu prends une décision légale de déguerpir un nombre important d'individus installés, mais ils ne vont pas voter pour toi. Et c'est l'aspect qui empêche, pour moi, ça c'est une conviction personnelle, et qui freine un peu les maires d'avoir le courage d'aller jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et nous, les services techniques, on ne devait pas être là parce que nous ne sommes pas élus. Nous devons avoir le courage de pouvoir quand même protéger les concitoyens. Lorsque la loi nous demande qu'ils ne s'installent pas, on les déguerpit. Une fois que si, partout là où il y avait les croix, partout où il y avait les maisons tracées, si ces maisons-là étaient déguerpies et qu'étaient annulées, l'eau n'allait pas avoir... Elle allait avoir l'espace nécessaire pour traverser, bien vrai qu'il y avait une coulée abondante, une coulée forte, devait quand même avoir l'espace nécessaire pour traverser avant d'aller s'éparpiller vers les maisons. C'est un constat qui fait partout où il y a les grands dégâts, partout où il y a eu des cas de décès, c'est dans le lit majeur du fleuve. D'accord. Mais toujours concernant la responsabilité des maires, certains l'évoquent parce qu'ils pensent que les espaces qui sont occupés par ces populations-là ont été vendus par ces mêmes maires. Alors, est-ce que ces maires-là n'étaient pas conscients du danger avant de vendre ces terrains? Nous allons en 2013, lorsque nous avons une enquête approfondie par rapport à la catastrophe de 2013, on a trouvé qu'il y a pas mal d'individus qui se sont installés sans document administratif. C'est vrai, il y avait des documents de certains maires, de certains conseillers, mais par contre, il y avait un nombre important d'individus qui étaient installés sans document. Parce que je trouve l'espace, je vais tout simplement me servir pour construire et pour m'installer. Et voilà, donc je cherche des documents à me conformer. Et vraiment, je dirais que la responsabilité est grandement partagée par les services techniques et que chacun n'a qu'à jouer son rôle. C'est vrai, les maires, c'est presque les coordinateurs au niveau communautaire. Mais les maires ont des services techniques qui travaillent pour eux. Quand on est au niveau de numérique, il y a un service domanial, il y a un service d'assainissement, il y a un service, voilà, il y a un service d'urbanisme. Mais ces services techniques-là, il faut qu'ils parviennent à travailler. Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas... C'est le travail de l'administration. C'est pourquoi, dans mon rapport, j'ai dit que la responsabilité est située. D'une part, en tout cas, l'État est responsable à travers ses services techniques, et d'autre part, et la grande part, ça, c'est la collectivité. Et en troisième lieu, les populations. Parce que les populations sachent que, je sais que là où je m'implante, je n'ai pas les moyens de m'implanter. J'aime les moyens précaires que j'ai, l'économie précaire que j'ai, je colle ça et pour pouvoir construire, voilà. C'est parce que normalement, il n'y a pas de grande pluie. Et voilà, ça passe le jour où il y aura grande pluie, comme ça a été le cas de l'autre jour, mais ça va tout ravager. Donc nous sommes tous fautifs à quel niveau. Il va falloir qu'on puisse quand même en synergie d'action pour voir réellement qui doit faire quoi. Parce que quand on prend pas pour défendre les maires, quand on parle des maires, par exemple, il y a une responsabilité. Les maires ont une certaine responsabilité. Mais est-ce que dans le système de transfert des compétences ont été au niveau des maires? Ils ont des compétences de pouvoir administratif. Est-ce qu'ils ont des compétences économiques? Est-ce qu'ils ont des compétences en matière de ressources financières? Et si on dit que, par exemple, aucun marigot à Bamako, si ce n'est pas le Diafarnako, aucun marigot n'a été aménagé. Et Diafarnako, depuis 2013, on ne sent pas ce problème d'inondation à ce niveau. Parce que ces trucs naturels-là ne sont pas été aménagés et ça fait des coûts. Est-ce que les mairies ont des moyens pour faire face à ces coûts? Voilà. Donc, je ne maîtrise pas très bien ce domaine. Voilà ma connaissance superficielle par rapport à tout ce qui est comme acteur pour pouvoir gérer cette situation. D'accord. Tout le monde est fautif. Alors, qui peut trouver une solution à cela, Ahmed Sékou Diallo? Moi, je dirais que c'est à l'État d'abord de trouver une solution. Il faut un plan d'urbanisation vraiment de la ville et que ce plan-là soit appliqué. Monsieur Dao a dit déjà, par exemple, l'aménagement d'un marigot qui a été fait et le problème est résolu. Si
des initiatives comme ça étaient démultipliées, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas connu ce genre de problème. Mais moi, je crois que, comme je le dis toujours, la première responsabilité vient à l'État. Il faut que l'autorité de l'État soit assurée et à tous les niveaux. Si cette autorité-là a été faite, tous les niveaux allaient jouer leur rôle pleinement. Mais si il y a l'impunité, on va toujours laisser faire. Donc, et la conscientisation, je crois, on a un grand effort à faire là-dedans. Conscientisation pour que les populations ne s'exposent pas, mais conscientisation aussi pour que, par rapport à ce genre de risque de catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Peut-être que si les populations étaient assez sensibilisées, assez formées, peut-être qu'on aurait pu éviter des morts. On voit sur les réseaux sociaux des gens en train de secourir ces biens, mais le premier rôle est la protection civile. Est-ce que les gens ont eu le réflexe automatiquement que on est dans un problème, on appelle la protection civile. Est-ce qu'on avait les numéros verts à disposition? C'est beaucoup de questions qu'on se pose. Parce que vous voyez le jeune, par exemple, qui doit être décoré. Il était sur le toit en train de se débrouiller avec sa main pour enlever des tôles, des tuiles et autres. Là. Tout ce temps-là, si quelqu'un avait téléphoné, les aides allaient venir à temps et la réaction serait automatique. On aurait pu sauver des vies. Mais les gens ont souvent le réflexe de dire que, attends, on fait ceci, mais on ne prend jamais la responsabilité de dire que ce n'est pas mon rôle, il y a d'autres qui sont plus spécialisés que moi, on les appelle. Donc ça aussi, c'est important. D'accord. Responsabilité de l'État. On va donc écouter le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'est rendu sur les lieux le week-end dernier. Il est temps que le civisme reprenne ses droits. Il est grand temps que la discipline républicaine revienne. Cela peut produire, cela peut sauver des vies. Tous ces enfants qui sont morts, toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont morts, il y a une grande part de responsabilité humaine. Nous sommes tous coupables. Nous d'avoir dit, mais de n'avoir pas sanctionné. Mais nous ne nous contenterons plus de dire. Nous rappellerons encore aux édiles municipaux leur devoir. Il faut que l'on pense à la vie, à sauver la vie des gens dans ce pays. De plus en plus, de mieux en mieux. Nous devons dès maintenant prendre des mesures idoines de prévention, d'anticipation, pour protéger les vies des hommes et des femmes, et même celles des bêtes, et notre environnement. Nos biens, des vies consacrées à réunir un minimum, ont été saccagés. En 2 vagues, les gens ont perdu tous leurs biens, sont totalement démunis. Tout geste qu'on peut faire est dérisoire. Il faut juste consoler un peu, penser légèrement les plaies. Mais l'effort vigoureux devra venir par des décisions vigoureuses du gouvernement, en matière urbanistique, en matière environnementale. Je repars d'ici très ému, certainement, mais plus déterminé que jamais, à engager l'État à assumer ses responsabilités, à engager les édiles municipaux à être de la partie, à ne plus penser que tout doit revenir à l'État. Quand les lieux où ils ont été élus pour gérer les cités, ils gèrent les cités au mieux des intérêts des populations, en les préservant, en pensant à elles, ces populations-là, à leur vie, et non pas à l'argent. Alors, Ahmed Sékou Diallo, est-ce que cette déclaration du président de la République vous rassure? Ça allait beaucoup plus me rassurer si c'est suivi d'actes. On est là, on observe. On sera vigilant, acteurs de la société civile. On ne va plus attendre que chaque fois que ça arrive, on va jouer notre rôle de veille, on va jouer notre rôle d'alerte pour que vraiment, et de suivi même, de la mise en œuvre, parce que c'est des directives qu'il a données, c'est des ordres qu'il a donnés. On va voir les différents ministères concernés, est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle et servir vraiment d'alerte et de veille pour que ces choses-là n'arrivent pas. Mais j'allais dire aussi au président, c'est vrai ce qu'il a dit, mais il faudrait aussi que les moyens soient mis à disposition. Parce que si on voit certains départements, c'est vrai qu'on est en crise multiforme.
La priorité actuellement, le Mali est en guerre, c'est la sécurité, c'est la défense. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'autres priorités, il y a l'éducation, il y a la santé, mais il faut aussi penser à notre cadre de vie. Si des départements comme le ministère de l'Environnement n'ont pas les moyens de leur politique, c'est difficile. Ils vont continuer à élaborer des politiques qui ne seront pas élaborées. Si le ministère de l'Urbanisme n'a pas les moyens, ce sera pareil. Donc il faudrait qu'on revoie l'équilibrage budgétaire pour que les ressources soient assez bien redistribuées pour que chacun puisse jouer son rôle. Vous dites, si c'est suivi d'actes, parce que ce n'est pas la première fois que le président annonce des mesures vigoureuses pour faire face à la situation, n'est-ce pas? Oui, mais lui-même, il a dit. Il a dit que nous avons parlé. Cette fois-ci, nous devons sanctionner. Nous devons sanctionner. Donc nous attendons ces sanctions-là parce qu'il ne faut pas vraiment que l'impunité continue. Il ne faut pas que l'incivisme continue. L'autorité de l'État, je le répète, c'est pédagogique. Il faut que ça s'assume, quoi, vraiment. Et ça va aussi dans les axes même les actes de gestion même aussi de nos ressources, parce que avec toutes ces crises, avec tous ces problèmes que nous vivons, nous voyons que l'argent est dilapidé, nous voyons qu'il y a le vol, il y a la corruption. Donc tout ça là peut jouer sur ces problèmes-là. Parce que si on fait une très bonne lutte contre la corruption, l'argent qui est récupéré peut être redistribué pour des œuvres utiles. Mais si tout ce qu'on sort, chacun cherche à y avoir son intérêt, c'est l'impunité, c'est tout. Donc c'est plusieurs facteurs qui jouent vraiment à ce genre de problème, quoi. C'est pourquoi je dis que l'autorité de l'État doit vraiment être là, quoi. D'accord. Lieutenant-colonel Bakary Daou, est-ce que ces annonces du président de la République vont être suivies d'actes concrets, selon vous? Oui, mais c'est tout à fait normal parce que le président de la République est très clair. Il a donné sa ligne de conduite. C'est nous, les techniciens de l'État, qui devaient s'en servir pour quand même exploiter chacun dans son domaine. Le président ne peut pas dire dans chaque domaine il faut faire ça, il faut faire ça. Il a été très clair. Donc, lorsqu'il y a des dispositions à prendre, les techniciens des services de l'État doivent quand même faire en sorte que ça marche déjà. Le samedi, le président de la République a fait cette déclaration. Et déjà le lundi, le ministre de l'Environnement a reçu les maires de Bamako. La mairie du district a fait un conseil extraordinaire. Voilà, donc je pense que la plateforme nationale de gestion des risques et catastrophes au niveau de la direction générale s'est réunie le jour et que très prochainement, le jeudi encore, doivent se réunir. C'est pour dire que déjà que... Mais qu'est-ce qui ressort de toutes ces rencontres? Ce qui ressort, c'est chacun dans son domaine. Elle doit pouvoir quand même faire ce qu'il doit faire avant que... Le président de la République il a lancé la perche et c'est à nous de prendre et saisir et gérer le problème pour que, en tout cas, ce drame ne puisse pas se répéter encore à Bamako ou au Mali d'une façon générale. Raison pour laquelle dans chaque domaine, on doit se saisir de ce message pour voir, parce que chacun trouve sa partition là-dedans, c'est très clair. Si moi je suis urbaniste, si moi je suis environnemental, si moi je suis sécurité, moi je suis collectivité, chacun trouve sa part là-dedans, c'est très clair. Est-ce que chacun connaît son rôle? Chacun connaît son rôle. Pourquoi il ne le joue pas? Chacun connaît son rôle. Bon, peut-être que si vous voyez, il y a beaucoup de joueurs de musique et que le son ne s'entend pas bien, c'est veut dire que tout le monde ne joue pas sa partition. Sinon, chacun doit savoir. Voilà, chacun doit savoir que je dois faire ces notes-là pour que la musique puisse donner son... On le sait. Le match n'est pas fini, l'arbitre ne siffle pas. Voilà, donc vraiment, ce qui veut dire que tout simplement, comme l'État au-dessus de tout, pas seulement qu'on soit un citoyen, qu'on soit un bon citoyen. Lorsqu'on est un bon citoyen, ça nous donne la culture de faire, de mieux faire et dans son domaine. Mais le président de la République a reconnu qu'il n'y a pas eu de sanctions. Il a annoncé des mesures vigoureuses. Alors, est-ce que ces rencontres-là ne devaient pas servir également de sanctions pour donner l'exemple?
Bon, pour sanctions, il peut y avoir des sanctions dans tous les cas que le citoyen lambda ça ne sera pas perceptible par le citoyen lambda. Il ne s'agit pas de crier, d'aller prendre le micro pour sanctionner quelqu'un. Il s'agit d'agir et chacun dans son domaine. Et si quelqu'un doit être, en tout cas, sanctionné dans son domaine, ça ne servira à rien de réunir toute une nation ou tout un média pour annoncer ça. Mais c'est pour vous dire que si c'est des sanctions, les maisons il y a eu des croix. Et il s'agit tout simplement d'aller démolir, d'aller déguerpir les gens. C'est ça, les gens de sanctions. On dit vous ne devez pas être installé là, vous le quittez obligatoirement. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est pour dire que si tout. Parce que nous sommes. Il y a le sentiment, il y a eu des dégâts, il y a eu des décès, donc on ne peut pas vivement réagir qu'il faut. Mais en réalité, il faut en tout cas utiliser. Il y a des lois. Le Mali a tellement de lois par rapport à la gestion de cette situation qu'on applique les textes. Si on applique les textes, et dans toute leur rigueur, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Les sanctions seront dans l'application de ces textes. Quand il s'agit de démolir, il faut les démolir. D'accord, démolir. Mais quand il s'agit de curer, il y a des actes, le curage des caniveaux. Il y a des gens qui disent que non, nous sommes installés, nous avons des documents et que nous sommes sur un plan. Mais c'est un texte qui a donné un plan. S'il faut annuler pour préserver la vie des individus, même s'il y a des actes, qu'on annule les actes. Qu'on déguerpit les personnes qui sont en train de se prévaloir de ces documents administratifs et pour mettre en cause leur vie et la vie des autres. Donc vraiment, moi, je pense que c'est ça qu'on va parler de sanctions. C'est tout simplement... Mais concernant les autres mesures, par exemple le curage des caniveaux, on voit rarement au Mali, à Bamako, même le curage des caniveaux se faire. Pourquoi? Oui, bon, le curage, au début de mes propos, j'ai dit que c'est une question de finances. Il n'y a pas d'argent. Pour l'environnement, bon, moi je ne suis pas dans le diable du ministère de l'économie, mais tout ce que moi j'avais dit tout simplement, et ça a tout le temps été buté à un problème de budget. Et s'il faut créer, par exemple, le ministre bon, je ne vais pas m'attarder trop de rentrer dans le domaine des particuliers. Ce qui est sûr, il n'y a pas de budget conséquent pour pouvoir quand même faire face d'abord au curage qu'il faut et ensuite à aménager les marigots, les rivières. Énorme. Bamako est traversé par plusieurs marigots et plusieurs fleuves. Donc il va falloir que, en toute réalité, qu'on fasse face à l'essentiel. Le Mali, ça c'est une conviction personnelle, nous ne sommes pas... le problème de canalisation, vraiment, ne sont pas meilleurs pour ça, parce que notre état de civisme ne nous permet pas de maintenir. Je pense qu'il faut aller avec les collecteurs, il faut avoir les égouts, les systèmes d'égouts, et c'est ce qui est approprié pour le Mali. Parce que quand il y a des systèmes d'égouts, quand il y a même des collecteurs, quand on prend par exemple le Sogonuko, qui est traversé par... auparavant, en 2004-2005, Sogonuko était tellement inondable. Mais avec le collecteur de Sogonuko, on ne voit plus jamais, on n'entend plus l'inondation. C'est pour dire que ces aménagements existent, les petits canaux qui existent, notre éthique ne nous permet pas de l'entretenir. Si on ne peut pas l'entretenir, il faut aller pour un système d'égout, afin de pouvoir quand même éviter l'entretien du système d'égout est plus facile que l'entretien des canalisations. Comme l'a dit, un introducteur l'a dit, quand il y a les tas de sable, de trucs pour la construction au bord du fleuve, lorsque la pluie l'amène pour aller boucher les bonnes dames. Il y a l'environnementaliste Adamou qui pense que le système de canalisation au Mali n'est pas adapté pour pouvoir éviter les inondations. On va écouter son intervention. Le problème ne se situe pas forcément au niveau de la forte pluie. Le problème se situe surtout au niveau des systèmes d'évacuation de ces pluies-là. Puis avant qu'une saison s'annonce, normalement, il doit y avoir des travaux. Les autorités doivent mener des travaux pour pouvoir accueillir cette pluie-là et l'évacuer. Donc, je crois que le système d'évacuation que nous avons dans la ville n'est pas adapté pour pouvoir empêcher, n'est-ce pas, ces différentes
inondations. Et en plus de cela, nous remarquons à Bamako et aux alentours de la ville des constructions anarchiques. Certaines personnes construisent sur les voies d'évacuation des eaux, certaines dans les bas-fonds. Donc tous ces éléments-là font que l'eau ne peut pas facilement s'évacuer. Nous savons que quand une ville grandit, il y a des planifications qui sont faites pour pouvoir préparer ces différents phénomènes-là. C'est ce qui n'est pas fait. Alors, on parle de moyens financiers. Est-ce un problème de manque de moyens qu'on a ou est-ce un problème de mauvaise gestion? Bon, moi je dirais que c'est les deux. Manque de moyens, c'est réel parce que les moyens sont vraiment insuffisants. Mais en s'organisant et en ayant de bons plans, on peut toujours trouver des partenaires qui financent ces plans-là. Il y a la mauvaise gestion qui est là, ça on le dit très haut parce que on voit le comportement de tout un chacun et on sait que il y a dans tous les secteurs la mauvaise gestion, il y a la gabegie, il y a la lutte contre, il y a la corruption. Donc ça amène vraiment un problème de gouvernance. Mais je dirais que sans moyens, souvent on peut résoudre certains problèmes. Au niveau du quartier, si le quartier est bien organisé, si la citoyenneté est là, les groupes peuvent se regrouper. D'abord, la consigne peut être que chacun balaie correctement sa maison, entretient sa maison, et des travaux collectifs se font chaque week-end ensemble. Si dans chaque quartier, dans chaque zone, ces mesures-là sont entreprises, on peut arriver à résoudre beaucoup de choses. Parce qu'un groupe de jeunes qui s'organisent dans son quartier pour dire qu'ils veulent curer les caniveaux qui sont dans le quartier, ils peuvent le faire. Qu'ils disent qu'ils veulent assainir leur milieu, ils peuvent le faire. Mais ces genres d'actes-là sont en train de disparaître. On ne les voit plus. Il faudrait qu'on conscientise, qu'on organise les groupes de quartier, qu'on organise les populations. Les femmes faisaient énormément de choses dans ce sens-là. Il faudrait vraiment qu'on revienne à nos valeurs, quoi. On a beaucoup de valeurs. Il faut qu'on se ressource et qu'on se donne la main, qu'on se dise qu'il ne faut pas attendre l'État. Ça, c'est notre environnement, c'est notre cadre de vie. Gérons ça. Si l'État apporte quelque chose, c'est un plus. Sinon, nous-mêmes, on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Parlons du bilan. Il y a eu plusieurs morts, des blessés, des dégâts matériels importants et même des poissons qu'on voit qui sont morts. Est-ce que vous pouvez revenir sur le bilan? Effectivement, c'était dramatique. Il y a exactement ce que nous avons pu recenser avec les coordonnées, avec toute la situation exacte, ça fait 15 cas de décès. 15 cas de décès, c'était 16e cas qu'ils n'ont pas trouvé avec exactitude toutes les informations nécessaires. C'est pourquoi on s'assume souvent des parts de 16. Donc il y a 15 cas de décès, il y a effectivement, comme vous avez aussi bien dit, il y a beaucoup de poissons qui sont en partie qui sont morts. Et ensuite, il y a beaucoup de véhicules qui ont été emportés par le courant d'eau. Nous avions au moins une quinzaine de véhicules emportés par le courant d'eau, des motos, des vivres, des habits. Vraiment, ça a été costaud et que le bilan est vraiment amer. Donc, voilà. À ce stade, est-ce qu'on connaît les raisons de la mort de ces poissons-là? Je pense que le ministère en charge de l'environnement est à pied d'œuvre pour analyser ces poissons, afin de pouvoir quand même dire avec exactitude les causes de la mort de ces poissons. Et pour le moment, ils n'ont pas fini avec les examens pour déterminer avec exactitude les morts de ces poissons. D'accord. Alors, après les risques d'inondation, le problème auquel on est confronté au Mali, c'est le secours aussi. Alors, qu'est-ce qui est fait pour les victimes? Les victimes sont recensées, les victimes sans abri, les victimes qui ont tout perdu et qui n'ont pas chez eux. Voilà les catégories de victimes qui ont été recensées au niveau des différents quartiers, au niveau des différents
communes. Nous avons dans l'immédiat les denrées alimentaires, parce qu'il faut trouver d'abord à installer celui qui est dépourvu de tout bien et qui ne sait pas là où aller. Et ensuite, il faut lui donner à manger, il faut lui soigner. Et voilà étaient les actions prioritaires des services, qui a été la combinaison des efforts de la protection civile, du développement social, ainsi que de la santé et les communautés, c'est-à-dire les mairies. Donc nous avons pris des actions, nous avons recensé les sinistrés, et cas par cas, les sinistrés d'autres qui ont perdu des biens, mais qui sont chez eux. Il y a certains qui ont perdu tout, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas où acheter, ils n'ont pas où coucher. Donc nous avons réalisé au moins des sites d'hébergement. Pour Bamako, on a pris, parce que les écoles devaient reprendre hier. Donc il était malsain de pouvoir quand même recaser les gens dans les écoles. Ça allait créer d'autres problèmes lorsque nous sommes en retard dans nos programmes scolaires. Donc nous avons souhaité prendre un centre approprié qui est le centre Mablé, qui est à Sogongo. Et ce centre-là, c'est un centre d'accueil. Et on a invité à tous les sinistrés qui ont des besoins de couchage et d'alimentation pour qu'ils puissent aller là-bas. Mais malheureusement, sur notre Sogongo, c'est bien cadré. Il y a un centre de secours à côté, il y a un commissariat à côté, un centre de santé à côté. Donc c'est l'idéal pour la prise en charge de ces sinistrés. Mais nous avons un petit souci par rapport à tous les sinistrés, parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas quitter leur quartier pour Sogongo. Quand on prend les sinistrés de Bakodji-Korani, les sinistrés de Kalabankura, Nyamakoro, donc les gens, tout le monde ne veut pas quitter pour venir. Sinon, par contre, il y a des familles, des voisins qui ont hébergé leurs voisins sinistrés. Quand on prend le cas de Nyamakoro, il y a un monsieur qui est en charge de 8 familles chez lui, parce qu'il a des concessions électriques. Voilà, ça ne finit pas avec la bonne humeur du Malien. Donc nous sommes à ce niveau. L'État a pris en charge déjà un mois de ration alimentaire, et que les premiers soins les traitements ont été apportés lorsque les besoins se sont sentis. Voilà, actuellement là où nous sommes, et ça continue. On continue à pouvoir recenser les victimes, parce qu'à chaud, on ne peut pas avoir toutes les victimes ou tous les sinistrés sur place. Nos services sont à pied d'œuvre pour pouvoir quand même, avec exactitude, trouver qui sont réellement sinistrés pour bénéficier non seulement les appuis de l'État, parce que l'État a appuyé immédiatement. Lorsque le Premier ministre a fait un déplacement, a fait un appui costaud par rapport en tout cas aux besoins alimentaires. Et lorsque le président a fait son déplacement, a fait un geste important à l'endroit des sinistrés. Et voilà, maintenant, pour que ça puisse aller à bon escient, il faut avec exactitude le nombre. On était à 368 sinistrés, ménages sinistrés. Donc, dans ces 368, nous sommes aujourd'hui à plus de 600 sinistrés. Maintenant, il faut aller avec exactitude. Est-ce que réellement c'est des sinistrés? Et parmi ces sinistrés, dans quelle famille, quels sont les nombres de familles, d'individus et sinistrés parmi ces? Voilà, nous sommes sur cette phase. C'est très minutieux, parce que nos partenaires du Mali veulent nous aider aussi par rapport à soutenir la souffrance de nos concitoyens. Mais il faut trouver avec exactitude ces statistiques pour qu'ils puissent nous aider. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour cela. Et c'est dans ce contexte que l'État compte encore prolonger l'année scolaire pour rattraper le temps perdu par rapport aux grèves. Alors, les sinistrés pendant l'hivernage, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir être abrités? Parce que généralement, c'est les écoles qui les accueillent. Bon, on peut vraiment lancer un appel à la solidarité. Le peuple est vraiment humain. On se partage tout. Donc, on va continuer à lancer des appels pour que ceux qui ont les moyens, qu'ils puissent contribuer, accompagner l'État dans cette dure épreuve. Ceux qui ont des matériels, tout ce qui est possible, de pouvoir les donner. Mais comme il l'a dit aussi, ceux qui peuvent héberger, qui ont des sites qui ne sont pas occupés, qu'ils puissent le faire. Bon, nous, on a suivi un peu
l'événement, parce qu'on avait aussi pratiquement tout le monde est touché. Moi, personnellement, notre gardien était victime de ça, mais quand on est venu, toute sa famille, on l'a amené au niveau du bureau. Il loge pratiquement dans les bureaux, parce qu'on a suivi, c'était très dur, quoi. On arrivait quand vous étiez en train d'amener les corps, donc on a vu que c'est vraiment très dur, quoi. Nous sommes vraiment solidaires à tout ce que l'État est en train de faire. D'accord. Et il semblerait que les risques d'inondation soient élevés cette année. Oui, avant de reprendre cette question, pour compléter M. Diallo, c'est pour dire que le centre de Mabilé, c'est un centre approprié. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'école. Ce n'est pas une école, c'est une ancienne école. Et que c'est R+3, qu'il y a beaucoup de sinistrés. Ça peut contenir tous les sinistrés de cet événement. Mais seulement que les gens trouvent le courage de quitter chez eux, de venir, le temps tout simplement qu'ils soient équilibrés avant de pouvoir. Parce que la plupart de ces individus étaient en location. En location. Donc, le temps de se stabiliser, avant d'aller chercher des maisons en bail, je profite de votre micro pour dire que ceux qui sont réticents de venir au centre Mabilé, afin qu'ils soient quand même pris dans les conditions idoines, qu'ils soient bien équilibrés avant de trouver chez soi. Donc, voilà. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vrai que nous sommes dans une phase, comme on l'a dit, un aspect important qui est le changement climatique. Et ça s'annonce dur déjà. Et que ça nous permet, même si ce n'est pas le cas, ça nous permet de dire qu'il y aura des inondations. Et nous avons intérêt à prendre des dispositions, des mesures préventives et pour éviter, en tout cas, les conséquences néfastes de ces inondations. Je dis que ça ne peut pas éradiquer, mais on peut quand même empêcher ou minimiser les conséquences de ces inondations sur nous, les individus, nos animaux, nos biens, et surtout que l'environnement. Et donc, sur cela, ça s'annonce très vrai qu'il y aura des inondations seulement. Chacun de nous doit quand même se mettre à l'œuvre pour éviter, pour en tout cas curer nos caniveaux, le peu qu'on peut. Pour curer nos caniveaux, on ne doit pas laisser tout à l'État, on ne doit pas tout laisser au maire. Et lorsque je suis déshervé par des caniveaux, je dois quand même être en sorte de pouvoir quand même... chaque année, chaque jour, on entretient nos maisons. Pourquoi on n'entretient pas, en tout cas, la servitude de nos maisons? Pourquoi on n'entretient pas les collecteurs, les caniveaux qui passent devant nous pour dire, c'est vrai, si l'État ne vient pas, et c'est la première victime, c'est nous. Donc, que chacun de nous puisse prendre des dispositions et pour prévenir, ça doit arriver, mais des mesures de prévention sont les meilleures mesures pour cela. D'accord. Quelle est l'urgence selon vous, M. Goudiallo? L'urgence, c'est de tirer sur la sonnette d'alarme. Il l'a dit. Il faut qu'on dise à tous ceux qui sont dans des situations de risque de prévenir en quittant eux-mêmes les situations de risque dès à présent. On a vu la pluie. Ceux qui sont dans des situations de risque se connaissent. Vraiment qu'ils prennent les dispositions de quitter eux-mêmes. L'État aussi, les collectivités, les chefs de quartier, qu'ils se déplacent dans les cités, qu'ils voient ces situations de risque-là. Et s'il faut prendre des mesures, comme on l'a dit, s'il faut déguerpir les gens, il faut le faire. Je crois que ces mesures-là, déjà, c'est assez important. Il faut utiliser les canaux de communication pour faire passer les messages en langue locale, en langue nationale. Donner vraiment les bonnes informations aux populations. Leur rappeler s'il y a un problème, là où il faut se recourir, la protection civile, vulgariser les numéros d'information, les numéros de secours. Vraiment, il y a beaucoup à faire. Justement, quels sont ces numéros, les numéros de secours? Bon, les numéros d'urgence, quand on prend la protection civile, quand on prend le 80 00 12 01, c'est un numéro d'urgence, numéro vert. Lorsqu'on a Malitel, même si on n'a pas de puce, on peut joindre à ce numéro. Même si on n'a pas la protection civile, on a la police ou la gendarmerie,
Au-delà de 80 00 12 01, qui est le numéro d'urgence de la police et de la protection civile, le 80 0011 15 pour la police et 80 0011 14 pour la gendarmerie, et 80 0011 25 pour la garde nationale. Et tous ces numéros sont surveillés de très près et que tous ces services travaillent en tandem par rapport à la gestion des urgences. Donc c'est pour dire que chaque malin doit savoir en tout cas à tout moment comment joindre les pompiers ou le moins les secours d'urgence à ce numéro. D'accord. Et je rappelle ce numéro en bammanankan pour ceux qui ne comprennent pas français. Bichegi Fou Ta Anifla Fou Anikele 80 00 12 01. Merci à nos invités, lieutenant-colonel Bakary Daou, directeur régional de la protection civile de Bamako, Ahmed Sekou Diallo, président de la plateforme nationale sur le climat. Et je rappelle que le Mali Météo, qui devait se faire représenter, n'a pas pu nous rejoindre. À la régie vidéo et audio, Gagné Kanté et Nouhoum Djiré, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.